Bonjour à tous, fidèles du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Baptiste Rapin, qui aujourd'hui va nous présenter le tome 2 de sa trilogie, qui va un petit peu nous dérouler et remettre dans son contexte, qui est donc de l'exception permanente, paru en 2018. Donc bonjour à vous, Baptiste Rapin. Merci de vous prêter une deuxième fois en si peu de temps au jeu de la présentation de vos publications, qui sera en continuité du premier entretien qu'on avait eu. Donc je vous laisse à nouveau vous présenter pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion, et je les invite rapidement à aller voir cette première vidéo. Présenter un petit peu votre parcours et ensuite je vous laisserai donc d'abord présenter les grandes lignes de votre ouvrage et ensuite on essaiera d'engager une conversation sur les parties les plus pertinentes, intéressantes et en réaction bien entendu à l'actualité. Merci Florent pour cette invitation, pour cette présentation. Je m'appelle Baptiste Rapin, comme vous venez de le dire, et j'occupe actuellement, depuis un peu plus de 10 ans, un poste de maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Metz, qui s'est récemment rebaptisé, comme tous les IAE et comme toutes les écoles de commerce, IAE Metz School of Management, pour paraître un peu plus moderne. Disons que ma spécificité, c'est d'avoir, dès mes études, croisé le management et la philosophie, ce qui m'amène effectivement à écrire ou à commettre un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur ce sujet. Alors, je vais effectivement, dans un premier temps, planter le décor, le cadre général, en me posant la question pourquoi au fond s'intéresser au management. Cela n'est pas qu'une déformation professionnelle, j'ai envie de dire. Alors s'intéresser au management, ce n'est pas, pour moi, en premier lieu, chercher à optimiser le fonctionnement des organisations. Ce n'est pas non plus être à la quête, à la recherche d'un autre management, parce que celui que l'on connaîtrait actuellement serait au fond mauvais ou inefficace. Et on parle beaucoup aujourd'hui de management alternatif ou d'alter-management. Ce n'est toujours pas d'étudier d'un point de vue, par exemple, de la sociologie critique, les rapports de domination dans les organisations, la soumission aux technologies. Non, ce qui fait m'intéresser n'est pas tout ça. La thèse que je défends, c'est qu'on ne peut pas penser les sociétés modernes et industrielles sans se plonger dans une réflexion philosophique et anthropologique sur le management scientifique au sens strict et historique de ce terme, ainsi que je le montrerai plus tard. Alors, pour servir d'introduction, j'aborderai trois points. Tout d'abord, un fait d'actualité, pour montrer la pertinence donc d'une réflexion sur le management. Ensuite, une observation sociologique qui révèle des tendances lourdes. Et enfin, une réflexion à proprement parler métaphysique. Alors, le fait d'actualité, c'est la parution l'année dernière, en juin ou juillet, je me souviens plus, 2020, d'un livre qui a fait grand bruit, Covid-19, la grande réinitialisation, de Klaus Schwab et Thierry Malloret. Klaus Schwab étant le fondateur et le patron du Forum économique mondial. Alors, dès la première page, on apprend que l'objectif de ce livre, je suis en train de lire, est d'aider à comprendre ce qui nous attend dans une multitude de domaines, suite donc à cette crise sanitaire que nous connaissons. Donc le propos serait en quelque sorte descriptif ou prospectif, puisqu'il s'agit d'anticiper les mutations à venir. En réalité, il faut attendre la conclusion pour dire la chose suivante. Pour éviter d'en arriver là, donc en arriver là, c'est au pire, hein, évidemment, nous devons sans tarder mettre en route la grande réinitialisation. Ce n'est pas un bonus, mais une nécessité absolue. Ne pas traiter et réparer les maux profondément enracinés de nos sociétés et de nos économies pourrait accroître le risque, comme tout au long de l'histoire, d'une réinitialisation finalement imposée par des chocs violents, comme des conflits et même des révolutions. Il nous incombe de prendre le taureau par les cornes. La pandémie nous donne cette chance.
Donc en fait, loin de rester sur le registre descriptif de la première page, la conclusion nous apprend que ce livre est un livre-programme. De quel programme s'agit-il? 3 citations pour illustrer et donner chair à ce programme. Une citation par chapitre, car ce livre est divisé en 3 parties. La partie macro, la partie micro, la partie individuelle. On reconnaît bien là les raisonnements des économistes et leurs différents niveaux d'analyse. Citation issue de la partie macro. Instaurer une forme de mondialisation beaucoup plus inclusive et équitable qui la rendrait durable, tant sur le plan social qu'environnemental, est la seule façon viable de gérer ce retrait. Le retrait en question est celui d'une démondialisation. Cela nécessite des solutions politiques abordées dans le chapitre de conclusion et une certaine forme de gouvernance mondiale efficace. Un peu plus bas, cela ne sera possible que grâce à une meilleure gouvernance mondiale. Donc nous avons là l'un des traits typiques du management, qui est de promouvoir une forme de coopération à la fois intra-organisationnelle, c'est-à-dire les travailleurs au sein des organisations, mais également interorganisationnelle, qui, quand elle prend une ampleur planétaire, prend le nom de gouvernance mondiale efficace. Première citation. Deuxième citation, issue du chapitre micro, qui concerne, entre parenthèses, ici c'est écrit dans le titre, l'industrie et les entreprises. La voici. La réinitialisation micro obligera chaque entreprise de chaque secteur à expérimenter de nouvelles façons de faire des affaires, de travailler et de fonctionner. Ceux qui essaieront de revenir à l'ancienne façon de faire échoueront. Alors, deux commentaires. Le premier, c'est que le management tient ce type de discours depuis ses origines. C'est un discours à proprement parler révolutionnaire, car il veut chaque jour refaire le monde à neuf pour qu'il soit plus efficace. Deuxièmement, vous voyez bien ici que derrière le discours de la coopération se cache un darwinisme dont la brutalité est son nom, puisque ceux qui ne s'adaptent pas sont condamnés à disparaître. Organisation comme être humain. Et enfin, dernière citation, qui concerne cette fois-ci la réinitialisation dite individuelle, et je la tire d'un chapitre qui s'intitule, ou d'une sous-partie qui s'intitule « Redéfinir notre humanité ». Quand même un programme assez ambitieux. Partout, de simples actes de gentillesse, de générosité et d'altruisme semblent devenir la norme. En termes de valeurs, les notions de coopération, d'idées communautaires, de sacrifice de l'intérêt personnel pour le bien commun et de bienveillance ont été mises en avant. Là également, cette phrase reflète, on va dire, les modes managériales contemporaines qui font de la bienveillance, du bonheur, du travail collaboratif, le fer de lance de la productivité et de la performance. Autrement dit, il me semble que pour bien apprécier ce livre, qui a eu un grand succès médiatique, pour bien apprécier la portée de cette thèse, eh bien, il me semble incontournable de se pencher sur ce qu'on appelle management et qui n'a pas été écrit, paradoxalement, dans cet ouvrage. Donc ça, c'était le fait d'actualité. Deuxième moment d'introduction, l'observation sociologique. Alors, ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'écouter diront que je me répète, mais je trouve cette statistique révélatrice, si ce n'est vertigineuse. D'après une enquête datant de 2018, 18,4% des étudiants du monde occidental étudient le management comme cursus supérieur principal. Autrement dit, cela ne prend pas en compte l'enseignement du management dans les écoles d'ingénieurs ou dans les cursus de sociologie du travail, de psychologie du travail, etc. Caricaturons, un étudiant sur 5 dans le monde occidental suit des études de management. Alors, je le sais bien, quand on étudie la mise en place des outils dans les organisations, ils ne sont jamais totalement conformes à la prescription initiale. Il y a toujours un écart entre le réel et la prescription.
Mais tout de même, cela signifie que tous ces cadres qui sont formés, soit initialement, soit par les cours du soir, dans les instituts d'administration d'entreprise, dans les écoles de commerce, dans les différents MBA, mais aussi dans les cabinets de conseil et de formation, eh bien, tous ces cadres, quand ils regagnent l'entreprise, appliquent les méthodes qu'ils ont apprises sur les bancs de l'université ou des écoles de commerce. Et donc là, il y a un facteur de transformation des organisations impulsé par l'enseignement du management. Autrement dit, il y a une vertu, on dirait, performative de l'enseignement du management. C'est-à-dire que ce ne s'agit pas simplement d'apprendre des connaissances, ce sont des connaissances qui sont destinées à être appliquées et même à être qu'appliquées. C'est leur rôle principal. Et quand ces cadres évoluent dans l'entreprise, mais aussi dans les hôpitaux, mais aussi dans les ministères, dans les inspections, etc., eh bien, c'est l'ensemble finalement du tissu organisationnel, français mais occidental, qui se trouve transformé par les principes et les pratiques du management. Donc, cette observation sociologique était destinée à vous faire comprendre, saisir l'importance de ce phénomène, de cette lame de fond que représente le management. Dernier moment de cette introduction, cette fois-ci un peu plus théorique et pleinement métaphysique. Je vole, pour tout dire, cet argument à Jean Viulac, qui est un philosophe français contemporain, qui a reçu le Grand Prix de l'Académie française en 2016 pour son œuvre, et dont je vous conseille vivement la lecture. Alors, que nous dit Jean Viulac? Point de départ, question initiale, qu'est-ce que la métaphysique? Au sens strict, c'est une réflexion sur la physis, c'est-à-dire sur la nature. Donc, le terme n'a pas été créé par Aristote, mais on situe l'acte de naissance dans sa philosophie, et notamment dans un livre qui était classé après les écrits sur la physique, Metaphysica Biblia, les livres qui arrivent après ceux sur la physique, métaphysique. Et il s'agit d'une réflexion à un second degré des acquis de la physique. Autrement dit, l'objet de la philosophie première, fondamentale, c'est la nature. Or, nous dit Jean Viulac, la révolution industrielle a tout chamboulé. La nature n'existe plus, nous vivons désormais dans un monde intégralement artificiel, c'est l'expression de Günther Anders, dans un monde produit, dans un monde qui est le produit de la production, si bien que l'objet de la philosophie première n'est plus la nature, mais la science de la production, précisément ce qu'on appelle management. Et donc c'est la raison principale pour laquelle je crois que penser l'essence des temps modernes, aujourd'hui, revient à penser cette lame de fond qu'est le management scientifique. Donc voici les 3 points qui me servent à justifier l'intérêt d'une prise en compte du management pour le travail philosophique. Alors ce travail, je le mène autour d'une trilogie qui n'est pas encore aboutie, puisque seuls les 2 premiers tomes sont actuellement parus. Elle porte le nom de Théologie de l'organisation. Le premier volume est paru en 2014 et s'intitulait Au fondement du management. Le deuxième, en 2018, est porté le titre de l'exception permanente. Et le troisième, qui n'est pas encore écrit, mais dont le cheminement commence à être de plus en plus clair dans ma tête, s'intitulera L'homme docile et donc verra le jour dans les années à venir. À quoi correspond cette trilogie? Eh bien, à la reproduction d'un raisonnement que tous les amateurs de philosophie grecque reconnaîtront, et quelque part aux 3 niveaux de réalité que l'on trouve dans la philosophie grecque classique, à savoir le niveau métaphysique, qui est l'interrogation sur l'être et sur le monde. Le premier volume, j'y reviendrai, s'est attelé à cette tâche. Le deuxième niveau est celui de la cité, c'est-à-dire de la police, donc de la politique, et c'est l'enjeu de l'exception permanente dont nous parlerons après cette introduction. Et le troisième niveau est celui de l'éthos, de l'éthique ou de l'anthropologie, si vous le voulez. Et je montrerai comment, depuis des
écrits des années 50, le concept de docilité se trouve au cœur de la pensée de l'anthropologie managériale. Alors, que retenir du premier volume? Très brièvement, puisque même si les deux ouvrages peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, eh bien, le second s'inscrit tout de même dans la continuité du premier. Je dégagerai deux acquis principaux. Premièrement, le management, je l'ai dit, mais je vais ici l'approfondir, est aujourd'hui l'objet privilégié de la métaphysique, c'est-à-dire de la réflexion sur l'être. C'est l'objet, alors plus exactement, puisqu'il faudrait supprimer le terme de métaphysique, puisqu'il y a physis dedans, l'objet de la philosophie première, une philosophie des fondements. Les médiévaux distinguaient deux axes à la métaphysique. Il y avait d'un côté la métaphysique générale, dont l'objet est l'étude de l'ens communé, l'étant le plus répandu, l'étant commun, et le plus petit dénominateur commun de ce qui est. Et donc c'est l'objet de l'ontologie, la science de l'être. Et de l'autre côté, la métaphysique spéciale, qui, elle, étudie ce qu'on appelle le primo-étant, l'étant le plus grand, l'ens summum, la sommité, à savoir Dieu, et donc à cette métaphysique spéciale correspond la théologie. Eh bien, je crois que le management réunit ces deux conditions pour être élevé au rang de philosophie première, puisque d'un côté, il n'y a rien de plus répandu aujourd'hui que les organisations. C'est ce que j'ai appelé en 2014 le mouvement pan-organisationnel, qui décrit à la fois le devenir monde de l'organisation, le fait que les organisations se répandent sous toutes leurs formes, y compris celles des ONG, sur l'ensemble de la planète, et le devenir organisation du monde, c'est-à-dire le fait que toute manifestation de vie collective aujourd'hui tente à prendre la forme de l'organisation, concept qui reste à définir, j'y viendrai dans un second temps. Donc il n'y a rien de plus répandu que l'organisation, ce qui en fait l'objet privilégié de la métaphysique générale, donc de l'ontologie. Et c'est bien ce que Martin Heidegger écrivait à Hannah Arendt en 1948, en lui affirmant que l'organisation est aujourd'hui le site à partir duquel se déploie l'arraisonnement planétaire. Deuxième temps, l'efficacité est devenue la valeur cardinale de nos sociétés, se substituant à Dieu, prenant le statut d'une nouvelle divinité. Nous croyons à l'efficacité, à la performance, comme nos ancêtres croyaient en Dieu ou dans les divinités. Et de ce fait, elle peut faire l'objet, cette efficacité, cette performance, d'une théologie ou d'une étude religieuse. Et bon nombre d'études montrent justement comment le management fonctionne avec ses rituels, avec ses liturgies, comme une religion. Ça, c'est le premier acquis. Le deuxième acquis, celui-ci n'est plus métaphysique, mais généalogique. En lisant les ouvrages des fondateurs du management contemporain, ouvrages datant de la fin des années 50, début des années 60, je me suis rendu compte que tous les auteurs renvoyaient à un courant scientifique précis, à un modèle théorique précis qu'ils prennent pour source, et c'est celui de la cybernétique. Kybernetes en grec, c'est le pilotage, la science du pilotage, traduit en latin d'ailleurs par gobernator, gouvernement, si bien que cybernétique, pilotage, gouvernement sont trois synonymes stricts. Quel a été, alors je ne vais pas revenir sur la cybernétique en détail puisque ce serait trop long, mais que doit-on en retenir? C'est cette science qui, entre les années 1940 et 1950, a accouché de la théorisation de l'organisation comme une boucle de rétroaction. Alors, qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? C'est une séquence circulaire qui comporte 4 étapes. L'émission d'une finalité, la réalisation d'une action en fonction de la finalité émise, et auparavant, avant la cybernétique, la rationalité instrumentale s'arrêtait à ce niveau-là. C'est-à-dire que les économistes avaient une finalité, des moyens de s'accorder au but, stop. La nouveauté de la cybernétique est d'introduire l'évaluation en cours de processus et non plus a posteriori,
Donc, c'est la phase de contrôle, d'évaluation, qui opère par feedback. C'est le processus de rétroaction. Permet d'analyser les écarts entre l'objectif suivi et les progrès réalisés et de prendre éventuellement des mesures correctives. Eh bien, cette boucle de rétroaction qu'on appelle encore organisation, qu'on appelle encore feedback loop en anglais, qu'on appelle encore apprentissage, puisque l'apprentissage résulte précisément de l'analyse des écarts, forme la matrice de la plupart des sciences à partir de la seconde moitié du XXe siècle. C'est le cas en biologie, c'est le cas en psychanalyse, c'est le cas dans les théories de la communication, c'est le cas en anthropologie, etc. Et bien sûr, le management s'inscrit dans cette grande révolution cybernétique avec la naissance au début 60 du management stratégique et du contrôle de gestion. Alors pourquoi ce détour? Parce que cela signifie que pour penser ce qu'est le management aujourd'hui, de façon philosophique, c'est-à-dire réfléchir sur les fondements du management, il n'y a pas d'autre choix que d'étudier la cybernétique, que d'en passer par ce continent cybernétique qui a connu un paradoxe, alors qu'elle a, cette science de la cybernétique, influencé tous les champs de la connaissance, presque tous les champs de la connaissance, eh bien le terme disparaît à partir de 1956. Si bien qu'il était devenu, on va dire jusqu'au début des années 2000, extrêmement difficile de doter la science contemporaine d'une généalogie précise. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les travaux sur la cybernétique se sont multipliés depuis maintenant 2 décennies. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre de l'exception permanente, le second volet de la théologie de l'organisation, consacré donc aux aspects politiques du management. Il s'agissait en fait de trouver une formulation ou une expression politique aux acquis métaphysiques et généalogiques précédents. Alors, l'exception, comme le titre l'indique, forme la trame de ce livre et le fond de la thèse que je défends, à savoir qu'on peut définir du point de vue politique le management comme le gouvernement de l'exception permanente. Alors, pour appuyer cette thèse, il fallait que je remplisse un certain nombre de conditions que je vais ici énumérer, sans en rentrer dans le détail, puisque je laisserai Florent ensuite prendre la main et poser des questions. Alors, quelles sont ces conditions? La première condition, eh bien, c'est de trouver l'exception à même l'histoire du management. Il ne s'agissait pas de plaquer un concept parce qu'il me plairait sur une histoire intellectuelle. C'est précisément ce que je reproche à la plupart des scientifiques. Donc, l'approche herméneutique impliquait que j'aille trouver à la racine même, dans les écrits même des fondateurs du management, cette notion d'exception. Et ce fut le cas chez Taylor, qui, dans un ouvrage moins connu que les principes du management scientifique de 1911, qui s'appelle Shop Management, traduit par la direction des ateliers en français, nous présente ce qu'il nomme lui-même le principe d'exception. Donc il me semblait avoir ainsi trouvé à la racine même du management de quoi justifier ma thèse du gouvernement de l'exception permanente. De façon plus générale, pour compléter ce premier point, comme le management s'inscrit dans la dynamique scientifique moderne, il fallait établir une généalogie de la catégorie de l'exception dans la science moderne. Et donc j'ai proposé une relecture de la naissance des mathématiques modernes à travers le calcul différentiel, de la physique moderne, de la théorie de l'évolution, de la linguistique de chez Saussure, etc. J'ai proposé une généalogie de la science moderne, un petit peu à rebours, me semble-t-il, des vues courantes, une généalogie dans laquelle je montre la place de l'exception, de la variation et de la différence dans la science moderne, contrairement on va dire aux approches antiques médiévales qui reposaient sur la notion de nécessité. Telle était la première condition. La deuxième condition était de théoriser le management comme gouvernement de l'exception permanente. Avoir repéré l'exception dans le corpus des écrits managériaux ne suffit pas encore à théoriser le management comme gouvernement de l'exception permanente. Et partant de Foucault, relu par Agamben, puisque Foucault a introduit cette notion de gouvernementalité, chez Foucault, parallèlement
à la souveraineté, chez Agamben en opposition à la souveraineté, eh bien, j'ai voulu compléter le virage qu'Agamben avait fait subir à la théorie de Foucault. Foucault disant que le gouvernement est celui d'une norme, Agamben introduisant l'idée d'exception, justement, dans le gouvernement des sociétés modernes. Eh bien, j'ai voulu prolonger la pensée d'Agamben en montrant que l'exception, finalement, est moins le fait du droit et de l'état d'exception au sens juridique du terme, ou l'état d'urgence, si on veut, que l'effet de la lame de fond managériale qui caractérise les sociétés industrielles. Et pour cela, il fallait que je creuse dans les entrailles de la cybernétique pour montrer comment le concept d'organisation était pensé comme une exception par rapport au devenir anthropique du monde. Très brièvement résumé, pour les cybernéticiens, l'entropie, qui est donc la seconde loi de la thermodynamique, nous apprend que le monde est voué à s'indifférencier, à retomber dans l'indifférence générale, qui sera obtenue d'ailleurs à la température du zéro absolu. Mais il y a des exceptions à ce mouvement général de l'univers. Norbert Wiener, l'un des cybernéticiens les plus célèbres, les plus entreprenants, parle d'îlots ou d'enclaves à l'intérieur de ce mouvement général, donc des enclaves de négantropie, que constitue précisément l'organisation, mais qui est toujours en train de devoir résister, s'adapter à ce mouvement général, toujours en mouvement, toujours en changement. Bref, son statut ontologique n'est autre que celui de l'exception. Et le management consiste justement à déployer ces méthodes d'adaptation à cet environnement. Troisièmement, il s'agissait de décrire les manifestations contemporaines de ce gouvernement de l'exception permanente. J'ai pu aborder le management du changement, les notions d'agilité, mais également les facettes algorithmiques, puisque tout ce gouvernement algorithmique a ce même fond cybernétique que le management. Là, c'était un aspect un peu plus phénoménologique et descriptif. Quatrièmement, il fallait mettre en rapport cette théorisation avec les théories politiques contemporaines de l'exception, que l'on trouve principalement du côté d'auteurs que je qualifierais de révolutionnaires, comme Negri, Tony Negri, ou encore Giorgio Agamben, pour montrer en quoi leur conception était, à mon sens, finalement pas encore assez radicale, même s'ils sont revendiqués d'une radicalité extrême. Et dernièrement, avant de vous laisser la parole, Florent, l'enjeu était de refaire sortir les fondements théologiques de cette conception, puisque, comme l'indique son nom, les 3 volumes de la théologie de l'organisation ont un fil directeur qui est celui de remonter au soubassement théologique de la modernité, qui, à mon sens, ne correspond pas à un processus de sortie de la religion, mais plutôt à un processus de sécularisation ou de conversion des forces religieuses dans l'industrie. C'est notamment tout le propos de Claude-Henri de Saint-Simon et de son nouveau christianisme. Et la dualité fondamentale qui s'exprime à ce niveau-là est une opposition entre des théologies de la médiation, issues de notre héritage grec, principalement platonicien et néoplatonicien, et de notre héritage catholique, qui ont donc en commun de mettre en scène dans leur cosmologie une série d'intermédiaires que l'on doit franchir, notamment par le jeu de l'analogie, du raisonnement analogique, avant d'accéder à la vérité ou à Dieu. Donc de mettre en opposition ces théologies de la médiation, sécularisées bien sûr dans les corps intermédiaires, hein, quand on est au niveau de la cité, et même dans des corps représentatifs, d'opposer donc ces théologies de la médiation à des théologies de l'immédiation, héritées de la théologie de Hakim de Flore et caractérisant la plupart des philosophies de l'histoire moderne, y compris celle que je viens de citer, donc de Claude-Henri de Saint-Simon, faisant de l'industrie finalement le règne de la fraternité, c'est-à-dire des relations immédiates entre les hommes, une fraternité bien sûr efficace, puisque nous sommes dans ce cadre général du management. Voilà, Florent, je pense avoir dressé le cadre général et brossé, on va dire, à gros traits,
le portrait de ce livre, L'exception permanente, qui comporte quand même un certain nombre de pages, je crois 550. Il faudra être courageux pour s'y attaquer. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description. Merci beaucoup Baptiste pour effectivement vous n'avez fait qu'effeuiller et survoler. Parce que je tiens à préciser, donc c'est un ouvrage très complet. Vous avez vraiment pris un soin très méticuleux à toujours tisser des. Vous avez beaucoup évoqué la généalogie dans votre présentation. C'est vraiment de génération en génération, de famille de pensée en famille de pensée, à vraiment tisser des généalogies entre le monde ancien. Vous avez pas mal parlé des grands anciens autour de la métaphysique et jusqu'aux évolutions plus récentes. Ce qui m'amène à ma première question. Il y a 2-3 points qui m'ont vraiment particulièrement intéressé, qui vont peut-être refléter mon propre parcours personnel ou ma vision des choses, mais l'idée c'est de vous poser quelques questions sur vraiment des logiques de dialectique et d'opposition. Donc en revenant sur cette généalogie, ces liens tissés entre les différentes générations de penseurs, sur les débuts du glissement d'un ordre, d'un cosmos, vers le relativisme et la déconstruction de ce cosmos. Et donc, en début de votre ouvrage, vous évoquez une partie de la French Theory, donc on connaît surtout Derrida, mais un autre nom que vous évoquez, c'est Maurice Blanchot, qui me semble être une génération avant Derrida. Donc peut-être que vous pourriez un petit peu élaborer sur, parce que ça a trait tout spécialement à la France, et une des dernières fois peut-être où la France a rayonné, alors pour le meilleur et pour le pire, peut-être pour le pire, vous allez nous donner un petit peu votre avis là-dessus, mais peut-être voilà, un petit peu autour de ce glissement et de ce besoin dans la spéculation dans le monde intellectuel, de la déconstruction, de relativisme, ce qui va mener un peu au relativisme au nom du relativisme, et ce qui amènera ma question d'après sur un peu les principes de révolution, toujours pareil, de la révolution, pour la révolution, mais pour en faire quoi finalement? Premier point, vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'analyse généalogique dans ma façon de procéder, qui déjà, en tant que tel, marque mon opposition au courant postmoderne, voire moderne. Puisque la généalogie consiste à poser une origine sur le phénomène qu'on étudie, même si on est conscient que l'on peut toujours régresser et trouver une origine à l'origine, etc. Mais enfin, il ne s'agit pas de dissoudre la généalogie dans ce que Foucault appelait des séries, c'est-à-dire des faits indépendants les uns des autres qui, à un moment donné, se rejoignent accidentellement pour former un phénomène. Bon, ce n'est pas du tout mon approche. Je crois que la métaphore fondatrice de la philosophie qu'on trouve chez Platon dans l'allégorie de la caverne nous dit bien que le soleil est le rejeton du bien, c'est-à-dire que l'ontologie est une généalogie, c'est une filiation, c'est l'étude d'une filiation. Voilà. Donc ça, c'est un point de méthode important, puisqu'il me semble que la généalogie est de plus en plus remise en cause aujourd'hui dans les sciences humaines et même dans la philosophie, comme en témoigne par exemple le primat de la philosophie analytique aujourd'hui. Deuxième élément, disons que la perte du cosmos n'est pas de la responsabilité des auteurs postmodernes. Il ne faudrait pas faire ce raccourci-là, puisque elle est liée à la naissance même de la modernité et de la science physique moderne. Je renvoie évidemment à un classique dans le genre qui sont les travaux d'Alexandre Coiré, et dont le titre d'ailleurs, l'un de ses livres est extrêmement révélateur, du monde clos, le cosmos donc, à l'univers infini. L'univers infini d'ailleurs, laissant libre cours, laissant la place plutôt au mouvement comme catégorie ontologique centrale, à l'étude du mouvement, c'est-à-dire de la vitesse et de l'accélération, que l'on retrouvera d'ailleurs dans les calculs de l'ingénieur Taylor pour optimiser le fonctionnement des usines. Alors, quel lien avec les auteurs postmodernes? En fait, je pense que plutôt que partir du cosmos, il faudrait, dans le cas présent, partir de la notion d'institution. J'oppose ou je crée une tension, une dualité
entre d'un côté l'organisation, pensée comme boucle de rétroaction à partir donc de mon étude de la cybernétique, et de l'autre l'institution, pensée comme ce monde intermédiaire entre on va dire le grand récit que les sociétés se proposent elles-mêmes et les collectivités humaines. Donc les institutions sont un peu le ciment d'une société et le lieu de leur normativité. Normativité, norma en latin, équerre, donc de la mise à l'équerre des populations, parce qu'il n'y a pas une société qui puisse tenir s'il n'y a pas imposition d'un ordre. Et surtout d'un ordre généalogique d'ailleurs, où chacun respecte les places dans la génération qui est la sienne. C'est tout l'objet du droit civil, par exemple, que de nous attribuer cette place dans l'ordre social. Alors la tension que je crée est la suivante. Quand on met en place des mécanismes organisationnels, c'est-à-dire du management dans des institutions, alors on tend à générer un mouvement de destitution, donc à dénaturer la nature institutionnelle de l'institution, qui pourtant est garante de l'ordre social et généalogique dont je viens de parler. Autrement dit, c'est un mouvement révolutionnaire, j'anticipe, je pense sur votre question, par excellence. Or, qui sont les auteurs qui ont le plus mis en avant cette question de la destitution? Ce sont les auteurs, on dirait, de la gauche radicale, pensant que, alors, par exemple, chez Negri, dans son livre Le pouvoir constituant, il rejette la dichotomie pouvoir constituant, pouvoir constitué, hérité de la Révolution française et notamment et de la BCIS notamment. Pourquoi? Parce que tout pouvoir constitué finalement est arbitraire et exerce une domination arbitraire sur les populations. Et donc il faut surtout veiller à ce que le pouvoir constituant ne se transforme jamais en pouvoir constitué, et donc finalement qu'il n'y ait jamais d'ordre politique. Et Agamben vient derrière, Negri, Antonio Negri n'est pas encore assez radical, puisque s'il y a du pouvoir constituant, c'est qu'il peut y avoir du pouvoir constitué. Donc on ne peut pas simplement rester à l'apologie du pouvoir constituant. Ce qu'il faut prôner, c'est la destitution généralisée. Et on retrouve cette promotion de la destitution chez Agamben dans les écrits du Comité invisible, qui l'inspire directement. Je pense même qu'il y a une connexion directe et personnelle. Et dans les écrits du Comité invisible, on voit bien que le projet, selon leur terme, est de destituer le monde, d'où le recours à la casse. Et ce qu'on voit donc dans les manifestations. Mon propos est le suivant, c'est que de façon assez paradoxale, voire ironique, vous savez, l'ironie dont l'histoire a ses secrets, il me semble que la portée des thèses du Comité invisible est relativement restreinte. C'est-à-dire que la société ne se destitue pas par les actions coup de poing des lecteurs du Comité invisible. En revanche, la force la plus révolutionnaire qui agit dans la société, c'est le management, qui tous les jours, par la mise en pratique de la boucle de rétroaction, qui est le modèle de tous les outils de management contemporain, sape les fondements institutionnels de notre société, si bien qu'il n'y a presque plus rien de politique dans notre État, qui est devenu un État managérial et gestionnaire. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Oui, merci. L'idée, c'était effectivement toujours pareil, de jeter des ponts et de faciliter dans la conversation et dans les recherches de ceux qui regarderont cette entrevue, d'élargir un petit peu le débat. Alors effectivement, sur la partie révolutionnaire, parce qu'effectivement, il y a une forme intéressante, notamment j'ai retenu page 28, une petite citation qui me semble vient, vous me corrigerez si je me trompe, justement de cette ultra-gauche et donc des auteurs de la cabine Negri et d'Agamben. Donc, je cite, « Le véritable révolutionnaire ne combat point l'ordre en place, mais plutôt le besoin d'ordre. » Et un peu plus loin, c'est la raison pour laquelle il expérimente des formes de vie. Donc, dans le fait révolutionnaire, il y a aussi potentiellement une de ces facettes, c'est-à-dire peut-être la perpétuelle insatisfaction d'une forme arrêtée de politique et d'un ordre établi. Donc, on en revient un petit peu aux définitions traditionnelles antiques du cosmos. Parce qu'on rappelle quand même que vous en faites un très bon rappel dans le livre aussi, c'est que
toujours dans un esprit un petit peu de dialectique entre l'ordre ancien et l'ordre ou le non-ordre ou le désordre nouveau, d'une certaine manière, c'est que l'avancée dans la pensée et dans le cheminement dans la connaissance, dans la pensée antique, c'est d'aller vers le dévoilement du cosmos, vers une meilleure compréhension du cosmos tel qu'il a été créé, alors que l'approche moderne, vous avez un petit peu élaboré là-dessus, c'est de changer le monde. L'homme devient la référence et la norme, et à l'aune de cette norme, il peut modifier et changer le monde, et considérer le monde comme étant une ressource comme une autre, qui peut modifier à foison comme il veut. Donc, est-ce que peut-être on peut jeter ces idées en pagaille et en faire sortir quelques éléments qu'on retrouve évidemment bien plus brillamment et bien plus logiquement organisés dans votre livre. Sur ces éléments-là, l'ordre ancien, le désordre nouveau, et l'état de perpétuel révolutionnaire, jamais satisfait d'une forme de pouvoir, et vous en parlez un petit peu autour de constituant versus constitué. Je pense qu'il y a matière là-dessus. Est-ce que vous dérouliez un petit peu ce qu'on retrouve donc dans votre livre? Oui. Alors, je repartirai pour répondre à cette question de la généalogie que Martin Heidegger dresse de la science moderne et que j'avais analysé dans un précédent livre qui s'intitule Heidegger, la question du management. Il y a effectivement il y a un basculement, si bien qu'il est relativement trompeur de parler de science pour désigner deux approches assez différentes. La première, antique, est de facture contemplative. Il s'agit d'accéder progressivement à une meilleure compréhension du cosmos dont l'ordre est immuable. L'ordre est immuable, contrairement d'ailleurs au monde sublunaire, dirait Aristote, qui lui est soumis au mouvement et appelle donc, cette fois-ci en éthique, la prudence, c'est-à-dire une forme d'adaptation aux circonstances. La bascule de la science moderne, c'est de remplacer, c'est Francis Bacon qui le formule ainsi, l'experientia par l'experimentum. Alors qu'est-ce que ça signifie? L'expérience en tant qu'experientia, c'est finalement la réception sensorielle du monde que l'on peut après théoriser pour tenter de s'approcher donc de cette vérité du cosmos. L'experimentum, c'est l'expérimentation et non plus l'expérience, c'est-à-dire, en termes heideggeriens, la provocation de l'étang en vue de lui faire rendre gorge, en vue de lui faire rendre raison. Tout simplement, il s'agit de créer des situations artificielles. Si je me replonge dans mon enfance au lycée, une planche inclinée, des voitures, des petites voitures, des solides qu'on fait dévaler la pente, il y a un calcul de distance, un calcul avec le chronomètre, et on établit des rapports. Voilà une situation artificielle créée pour étudier une loi. Donc, on n'est plus à la recherche de causes et d'effets comme dans la science antique, on est à la recherche de lois, c'est-à-dire d'établir des modes de fonctionnement. Auguste Comte était vigilant sur ce point, justement. Le positivisme, la science moderne, c'est le refus de l'origine et de la cause. Par contre, c'est l'analyse des fonctionnements et des modalités de fonctionnement. De même en chimie, etc., jusqu'à des accélérateurs de particules, je pense au CERN à Lausanne, qui créent des situations artificielles qui n'existeraient pas naturellement. Donc, il y a cette provocation de l'homme, cette intervention de l'homme dans la nature, dans la visée, dit Heidegger, de le rendre disponible. Donc, c'est la mise à disposition du réel pour la connaissance de l'homme. Mais cette connaissance est toujours déjà appliquée quand il s'agit de parler de sciences modernes. La distinction entre recherche fondamentale et recherche opérationnelle ne fonctionne pas. Elle n'est pas pertinente dans la mesure où ce qu'on nomme recherche est toujours déjà orienté par l'utilité de ce que l'on va découvrir. Et donc, c'est ainsi que se produit un mouvement de transformation du monde, au niveau scientifique également, mais c'est également le slogan en politique,
Hein. Il ne s'agit plus de comprendre le monde, mais de le transformer, dixit Karl Marx. Donc, vous voyez la transposition finalement de l'expérimentation en philosophie politique. Puisqu'il y avait cosmos, pour les anciens, il y avait droit naturel. Ici, il y a révolution, puisqu'il faut expérimenter de nouvelles formes de vie collective. Mais ce qui ajoute encore, comment dire, de caractère révolutionnaire à la postmodernité, c'est le refus que ces expérimentations se figent dans des communautés durables. Parce que l'ordre est mauvais en tant que tel, mais susciterait encore psychologiquement ce besoin d'ordre dont vous parliez. Et donc, il faut combattre ce besoin, si bien que le révolutionnaire conséquent aujourd'hui est le nomade accompli qui nulle part ne se fixe. Le révolutionnaire, ce sera le déraciné qui, en aucun endroit, ne peut se reconnaître chez lui, qui, je prendrai cette fois la métaphore d'Ulysse, ne peut jamais revenir à Ithaque. Il ne peut jamais faire retour. Voilà. D'où le déplacement permanent, d'où le nomadisme, d'où le bougisme. Alors, transition parfaite avec une autre thématique évoquée dans votre livre. C'est, on reprend là un des fascicules, des thèmes, des traités, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de ce collectif d'ultra-gauche. Vous me redonnez le nom, il m'échappe à l'instant. Sur la théorie invisible. Exactement, le comité invisible, merci. Et donc sur la théorie du Bloom, c'est-à-dire, alors je cite dans son essence, pas forcément ultra précisément dans ces mots, mais bon, donc il me semble que ça reprend un des personnages de... on retrouve Ulysse, mais un autre Ulysse. Il me semble que c'est un des personnages de l'Ulysse de James Joyce. Donc la théorie du Bloom, en fait, c'est cette espèce d'être un peu amorphe, produit pur du capitalisme. Bon, là, je reprends à gros traits, j'imagine, le spectre, enfin la vision de l'ultra-gauche. Donc la théorie du Bloom, donc, c'est un être indifférencié, sans substantialité, qui conserve ses facultés intellectuelles intactes, mais qui, donc ses facultés intellectuelles qui lui permettent de se fondre dans la masse, de continuer à interagir avec son environnement, mais qui ne laissent rien paraître de la vacance de leur âme, c'est-à-dire en fait du simple fait qu'ils soient effectivement nomades, fluides, adaptables à l'extrême à l'envie, qu'ils gardent les facultés qui leur permettent de cacher, qu'ils n'ont plus de racines, qu'ils n'ont plus de volonté de s'ancrer dans un monde, mais qu'au contraire, ils vont mettre en avant ce qui à leur sens est bon, c'est-à-dire je suis adaptable, je suis malléable, je suis prenez-moi, malaxez-moi, faites de moi ce que vous voulez, je suis capable de... C'est un grand avantage dans ce monde moderne, je peux m'adapter. On retrouve là typiquement les arguments qu'on pourrait donner dans une interview pour un job, c'est-à-dire je suis adaptable, je suis malléable. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de ça, et aussi élaborer autour de ce thème vraiment de l'agilité, et peut-être aussi en quoi certains penseurs vous évoquez ont justement, à partir de ce qu'ils pensaient être l'utilité de la norme, c'est-à-dire je crée des normes, tout doit être normé, je norme le monde pour pouvoir mieux m'en accaparer, mieux le gérer, gestion des flux, etc. Et ce qui les a amenés finalement ensuite à considérer le complet opposé, c'est-à-dire l'exception, et finalement à devoir étudier les choses non pas par rapport à ce qu'ils ont normé, mais par rapport aux exceptions qui vont se dégager de tout ce qui ne rentre pas dans ces normes, et qui crée cette espèce de dichotomie entre je veux des éléments qui sont très normés, mais j'ai besoin de cette fluidité, de cette élasticité des éléments. Là, c'est un petit peu confus parce qu'évidemment, j'essaie à ma modeste mesure de relayer les idées qui sont encore une fois très méticuleusement posées dans votre livre. Donc peut-être que vous allez pouvoir un petit peu remettre en ordre mes idées confuses. Oui, alors tout d'abord, j'avais mal anticipé votre propos puisque vous ne parliez pas du comité invisible, mais de Tikkun. La revue Tikkun qui a publié 2 numéros, 2 en tout et pour tout, disponibles sur Internet, et donc je conseille vivement la lecture. C'est une source, une lecture extrêmement stimulante. Et effectivement, ce Tikkun, cet organe révolutionnaire, comme ils se prénommaient eux-mêmes, ou lui-même, je ne sais pas, a proposé une
nouvelle théorie de l'homme sans qualité, qui est celle du Bloom. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas ici forcément être fidèle à Tikkun. Disons que l'idée générale, c'est que l'identité, l'enracinement à un lieu, à des personnes, l'attachement à des personnes, que ce soit dans le cadre de la famille, des amis, mais aussi des métiers qu'on exerce, tout cela fait obstacle à la fluidité générale désirée par la société capitaliste de l'accélération. Autrement dit, le bon travailleur, cela concerne principalement aujourd'hui les cadres, mais cela tend à se généraliser, le bon travailleur est celui qui est mobile, celui qui est déplaçable. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le raisonne aujourd'hui non plus en termes de métier ou de qualification, mais de compétences. Puisque en décrivant, en décortiquant les modes opératoires des gens qui travaillent, on les détache d'un contexte professionnel, leur métier, on les détache d'un contexte social, l'équipe dans laquelle ils travaillent, on les détache d'un contexte géographique, le lieu où ils travaillent, donc on les déracine. Les compétences, en fait, sont des qualités, des attitudes hors sol, mais sur le papier, elles ont le mérite d'être déplaçables, elles ont d'être transférables. Voilà, les compétences, excusez-moi, c'est le terme exact, d'être transférables. D'un lieu à un autre, d'une équipe à une autre, pardon, etc. Et parmi les compétences figure notamment ce mot tarte à la crème que tous les directeurs de ressources humaines ont à la bouche, le savoir-être. Et on distingue généralement dans la compétence le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, mais ce qui compte réellement, c'est cette dernière dimension comportementale qui signifie en fait, on le trouve décrit dans les matrices de compétences ou dans les fiches de poste ou dans les annonces pour le recrutement, signifie adaptation, innovation, capacité d'écoute. Capacité d'écoute traduire docilité, je renvoie à mon prochain volume de la théologie d'organisation. C'est ce que les psychanalystes, notamment Helen Dutch dans les années 30 et plus récemment Roland Gori, nomment les personnalités as if. As if en anglais, comme si. Les personnalités comme si, qui ont cette curieuse caractéristique d'être en même temps toujours à la pointe, toujours capable de s'adapter à une nouvelle situation, comme un caméléon arrive à se fondre dans l'environnement, mais donne le sentiment d'être, comme vous l'avez parfaitement dit, vide de l'intérieur. On a l'impression d'être face à quelqu'un d'extrêmement froid, malgré la chaleur qu'il s'applique à dégager. Et on assiste aujourd'hui donc je cite les psychanalystes, à la multiplication des cas cliniques de personnalités asif, de personnes qui sont parfaitement adaptables, mais qui souffrent de ne plus avoir aucune identité parce qu'ils ne savent plus à quoi se rattacher. Ils ont été intégralement vidés. Et chose intéressante, je terminerai là-dessus pour ce point-là, je trouve que ces personnalités asif ont beaucoup en commun avec la figure du schizophrène chez Deleuze. Autre auteur postmoderne, vous avez cité Derrida, Blanchot, effectivement, génération avant, Gilles Deleuze, qui raisonne de la façon suivante: le capitalisme se territorialise, c'est-à-dire crée un ordre et essaye de capter tous les mouvements dans cet ordre. Et donc finalement, pour y échapper, il faut toujours se déterritorialiser. Et c'est justement le schizophrène qui est l'expert en déterritorialisation et échappe tout le temps au ré, à la maille capitaliste. Mais c'est intéressant puisqu'on retrouve finalement les mêmes propriétés psychologiques chez les personnalités asif que chez le schizophrène décrit par Deleuze, ce qui fait que peut-être on pourrait mettre l'hypothèse que le révolutionnaire est la meilleure manœuvre, celui qui est capable d'être toujours en mouvement.
Alors, ce mouvement, aujourd'hui, prend comment dire, le visage d'une expression qui revient souvent depuis 2 décennies, disons, qui est l'expression d'agilité. L'agilité, c'est le langage managérial ou savoir-être, hein, les deux se rejoignent. Le savoir-être ici, c'est justement le comportement agile. Donc, c'est le jargon managérial, le terme technique utilisé en management pour désigner la faculté d'adaptation à un environnement toujours mouvant, où ce qui importe n'est pas tant la capacité intellectuelle de bâtir un raisonnement que l'aptitude comportementale à épouser les normes qui se succèdent à une vitesse toujours plus grandissante. Et dans le raisonnement de Jérôme Barrand, apparaît, donc au fur et à mesure des pages que l'on tourne, encore une fois un raisonnement de type darwinien, qui est cette fois-ci celui de Tarzan. Le manager est comme Tarzan, nous dit Jérôme Barrand. Il s'est agilement passé de liane en liane pour s'adapter aux circonstances et aux dangers de la jungle. Alors, adaptation à la pluralité des normes, et je crois que c'est le dernier point que vous aviez abordé. La première tentation, et je l'ai suivie dans une certaine mesure dans ce livre, en tout cas en son début, c'est d'opposer l'exception à la norme comme précisément ce qui ne rentre pas dans le cadre prévu par la norme. Cette pensée, je pense, est typique du 19e siècle, positiviste, que de concevoir finalement la norme comme une moyenne statistique par exemple, et l'exception comme ce qui est finalement trop loin de la moyenne. Mais je crois que il faut envisager que la norme elle-même a changé de nature. C'est-à-dire que le régime de l'accélération que nous connaissons fait vaciller la norme, ou en tout cas la solidité de la norme. Je vous rappelais tout à l'heure que norma signifie équerre, donc quelque part l'équerre, par exemple, quand on veut accrocher une étagère au mur, c'est ce qui permet de la fixer, et donc de lui donner une solidité, une stabilité. Mais il me semble que cette solidité s'acquiert dans le temps. C'est-à-dire que la norme n'est pas tout de suite aussi solide qu'on le voudrait. Et précisément le fait qu'il y ait aujourd'hui une sorte de diarrhée normative, que ce soit au niveau législatif, au niveau français, européen, mais au sein même des organisations, dans les écoles. Mes enfants sont au collège et à l'école primaire. On voit comment même ces simples petites organisations de villages ou de secteurs n'arrêtent pas d'émettre des procédures en tout genre. Mais donc, l'effet de cette diarrhée normative, c'est la dilution de la norme, c'est-à-dire qu'elle perd son statut de normativité et que quelque part, elle se soumette au rythme de l'exception, c'est-à-dire de la nouveauté permanente. La norme devient un produit d'innovation comme les autres, plutôt que de fixer le cadre dans lequel l'innovation devrait prendre place. D'où d'ailleurs, au niveau des pays, mais aussi entre les entreprises, une concurrence normative, alors qui joue au niveau juridique, mais aussi au niveau des normes de production, etc. Alors, autre thème qui est un petit peu en filigrane sur une partie du livre, et notamment quand on approche un petit peu ce qui fait un peu le sel de votre approche, mais aussi simplement, j'imagine, du fait de votre parcours professionnel, autour vraiment des questions managériales, c'est la temporalité. Est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu revenir sur quand on parle de temporalité, c'est-à-dire l'étirement du temps, l'accélération du temps, la simultanéité, la synchronisation. C'est pas fini. Il y a aussi, puisque vous en parlez un petit peu, cette révolution au niveau industriel, vous en avez un petit peu parlé de Taylor, alors ce coup-ci dans ce qu'on connaît plutôt pas mal de lui, Organisation scientifique du travail, donc Taylorisme, et ensuite le toyotisme, qui est un petit peu son incrémentation par les revues à la sauce japonaise. Comment la pensée managériale gère le temps, sa compression, son étirement, sa simultanéité, les flux tendus, ce genre de choses, et à quel point ça a pu passer dans d'autres manières de fonctionner. Et donc, bien évidemment, on pense
à la partie gouvernement, c'est-à-dire comment ça a pu influencer le gouvernement. Et bon, on ne va pas encore refléter sur l'actualité, mais sur comment sont gérées ou au contraire ne sont pas du tout gérées les crises, ce qui pourra d'ailleurs m'amener à une autre question un peu plus tard sur la notion de crise. Le temps me semble être sa principale, comment dire, son principal facteur. Le fait est que l'on dérive la distance par rapport au temps, quand on veut calculer la vitesse, et la vitesse, encore une fois, par rapport au temps, quand on veut accéder à l'accélération. Ce qui donne quelque part une sorte de primat au temps qui se concrétisera avec l'essor des moyens de communication. Le fait qu'il n'y ait que l'espace finalement soit accessible dans un temps restreint, voire même aujourd'hui en temps réel avec Internet, donne au temps tout son primat, sa primeur. Et donc, on le retrouve nécessairement au début de l'histoire du management, chez Taylor, chez Ford, où l'introduction de la ligne de montage, des chaînes de production, travail à la chaîne, va donner un sérieux coup d'accélérateur à la production, c'est-à-dire va donner des gains de productivité phénoménaux. Mais cette conception du temps, je pense, reste relativement classique en ce sens qu'elle est linéaire, donc largement tributaire, on va dire, du paradigme newtonien. Et c'est précisément le reproche que je fais à Hartmut Rosa. Donc, je fais une petite parenthèse ici avant de reprendre le fil de l'histoire du management. Hartmut Rosa, l'excellent Hartmut Rosa, il faut le dire, je vous le conseille à la lecture, a fait du temps l'objet d'une critique sociale dans la tradition donc des philosophes de l'école de Francfort, même s'il faut le dire, il a été l'étudiant d'Axel Honneth, donc ça c'est le côté école de Francfort, mais il a été également impressionné et très influencé par les écrits de Charles Taylor, le philosophe canadien, qui lui n'appartient pas du tout à cette tradition de pensée. Ce qui fait que Hartmut Rosa est vraiment un philosophe intéressant. C'est justement cette multiplicité d'approches qu'il arrive à fondre dans ses livres. Alors pour lui, l'accélération sous ses différentes formes techniques, sociales, individuelles, est le trait marquant des sociétés modernes. Et cela se caractérise par l'intensification du temps. C'est-à-dire que le temps n'accélère pas en lui-même. Ce qui change, c'est le nombre d'événements que nous vivons par unité de temps. Je trouve que lui aussi, de ce point de vue-là, reste prisonnier de ce raisonnement linéaire que je mettais en évidence, aussi intéressante cette thèse soit-elle, et qui n'a pas pris en compte la nouvelle temporalité introduite par la cybernétique. Parce que là, nous devons revenir à la boucle de rétroaction. Qu'est-ce qui fait qu'une boucle de rétroaction est plus performante qu'une autre? C'est le temps qu'elle met à se réaliser. C'est le temps que l'information met à la traverser. Puisque ce que la cybernétique va introduire, c'est la notion d'information. Quand la finalité est émise, il y a une transmission d'information. Quand on évalue l'action réalisée, il y a prélèvement d'informations sur l'activité réelle. Donc c'est la circulation de l'information qui est déterminante. Et l'horizon de cette boucle de rétroaction n'est autre que le temps réel, c'est-à-dire finalement le fait qu'on ait parcouru les 4 étapes que j'ai citées tout à l'heure en un clin d'œil, si je puis dire, instantanément. Et donc là, le schéma, la temporalité n'est plus linéaire, il est circulaire, se reproduit à chaque instant, donc circulaire mais discontinu, et tend finalement vers le point ultime de l'accélération que serait la synchronisation. Et ce modèle du temps-là constitue la base sur laquelle se sont construites les théories et les modélisations du management à partir des années 50 et 60. Et il y a bien une analogie, qui est d'ailleurs plus qu'une analogie, c'est presque, mais presque une assimilation, entre le fonctionnement du cerveau humain et celui de l'ordinateur, avec 2 directions. Finalement, comme comment dire, l'être humain est encore nécessaire, malgré tout, à la réalisation de tâches,
malgré l'innovation technique continue, eh bien, il faut qu'il puisse rentrer dans ce moule temporel et on revient sur la faculté d'adaptation, l'agilité thème que j'ai donc abordé précédemment. Mais deuxième direction, pour pouvoir s'adapter de plus en plus vite, il faut donc développer l'intelligence artificielle, les systèmes experts, parce que c'est à ce niveau-là que le traitement de l'information est le plus rapide et qu'on peut accéder au temps réel qui nous fera prendre le pas sur la concurrence et donc éviter d'être compté parmi les relégués, ceux qui terminent, comme dit Zygmunt Bauman dans la société liquide, ceux qui terminent à l'écart près de la poubelle de l'histoire, bien sûr. Hein. Ceux qui terminent, ce sont ceux que Günther Anders appelle les types inadaptables, les unadaptable fellows. Eh bien, le toyotisme, si vous voulez, c'est le taylorisme qui a intégré cette logique circulaire du temps, hein, qui a intégré l'horizon du temps réel, de la synchronisation, dont l'idéal est finalement le one-click d'Amazon. Vous parlez de flux tendu, je crois qu'on a là c'est même du flux poussé, comme on dit, parce que c'est le client qui finalement appuie et pousse pour que la production sorte. Et les drones permettront très bientôt, mais je crois que c'est en cours d'expérimentation dans certaines régions, d'être livrés dans la journée, voire mieux. Donc vous voyez là, il y a l'idéal de l'instantanéité à travers donc la fluidification de la chaîne de production, la fluidification de la relation entre le client et l'organisation et la fluidification des relations entre organisations, puisque bien sûr, si je suis une usine, je travaille avec des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Et donc la mise en place de systèmes d'information interorganisationnels pour que tout soit coordonné dans le même temps, hein, et que tout se fasse donc instantanément. C'est un régime, il faut le dire, un régime d'historicité, un régime de temporalité inadapté au temps long des sociétés humaines, inadapté à la biologie, en tout cas naturelle, de l'être humain, hein, d'où toute la problématique ici qui gît ici du transhumanisme comme possibilité d'augmenter les capacités humaines par la technologie. Je voulais un petit peu aussi élaborer autour de l'informel dans le monde du travail. Ce qui semble que la position du manager, ce qu'on demande du manager, c'est d'être cette espèce d'interface entre les hautes sphères, ceux qui sont en général pas très au contact avec la réalité ou pas très au contact avec le terrain. Et ce manager est censé être l'interface avec les couches inférieures, faute de pouvoir dire mieux. Et qui est censé être un peu l'interface et maître de la compréhension de tout ce qui est l'informel du travail. C'est-à-dire il est chargé de recevoir les ordres d'en haut. D'ailleurs, vous élaborez un petit peu autour du messianique dans votre livre, donc peut-être qu'on pourra relier ça si c'est pas trop tiré par les cheveux. Est-ce que peut-être, si c'est intéressant, si ça vous semble pertinent, un petit peu élaborer autour de cet informel dans le monde du travail et comment le manager est censé être l'interface et le pilier de toute cette articulation. Donc il a un rôle de courant à la fois cognitive, faire passer l'information, mais aussi affective, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je rappelle, mais dans un livre précédent, c'est que ce qui compte depuis les origines du management, c'est certes l'efficacité, la coopération efficace, mais également l'adhésion affective des travailleurs à leur travail, parce qu'à compétences égales, une plus grande implication génère plus de performance. C'est pour cela que Taylor fait la chasse à la flânerie, parce qu'il souhaite que le désir ne soit pas orienté vers autre chose que l'appareil de production. Voilà, donc ça c'est la tradition américaine qui a toujours valorisé au cours de son histoire les relations immédiates plus que médiatisées. Alors qu'au contraire, en France, par l'administration, nous avons une certaine culture des corps intermédiaires et il faut en passer par ces règles et ces procédures pour entrer en relation. Et donc quand les traditions, enfin les outils du management débarquent dans les entreprises françaises,
Alors, pour les entreprises historiques, elles ont pris un modèle sur l'Église et l'armée, donc elles sont encore fortement imprégnées de cette culture formelle. Eh bien, se crée un choc culturel, géoculturel, géopolitique entre l'imaginaire américain hérité effectivement d'une certaine théologie, mais je crois qu'on n'aura pas le temps d'y venir ici, mais j'y insiste dans le livre, la théologie donc des Quakers, dont Taylor partage la foi. Donc la tradition américaine de l'immédiation, des relations immédiates, de l'ajustement mutuel, des interactions, et la tradition, hiérarchique française, la hiérarchie n'étant autre dans l'ordre vertical que des corps intermédiaires finalement, avant d'arriver à la strate. Et donc ce qu'on appelle résistance au changement, cette expression que tous les consultants ont à la bouche, n'est pas à mon sens analysée en termes de psychologie, en termes de réticence au changement, en termes de sociologie des organisations du travail, mais plutôt en termes de choc anthropologique, où deux modèles mentaux, finalement, forment au sein même du système nerveux de nos travailleurs une injonction paradoxale intenable. Voilà, je pense, la situation où nous en sommes aujourd'hui dans la plupart des organisations et des institutions en France. Voilà, l'idée de toucher un petit peu à ce principe de formel-informel, c'est de voir effectivement que ce qui touche, ce qui a d'abord touché le monde de l'entreprise, et donc toujours avec un peu de retard parce qu'on a des forces de résistance, on avait des forces de résistance intellectuelle, civilisationnelle fortement ancrées en France, mais qu'on les dit qu'on finit par lâcher, et maintenant on est envahi, la vague de cette approche managériale nous a totalement envahi. Oui, alors, par exemple, on a un exemple très clair, excusez-moi, je vous coupe, parce que c'est vrai que je n'avais pas répondu entièrement, mais dans le nouveau positionnement, le terme managérial par excellence, des professeurs des écoles, là il fallait supprimer instituteurs parce que ça fait référence à institution, que c'est trop vertical, par rapport à leurs élèves, où il est moins question de transmettre des contenus, que d'adopter certaines positions d'aide, d'écoute, d'accompagnement face aux élèves. Donc là, on a typiquement l'importation effectivement d'une posture, encore un terme managérial, une posture managériale. Qui sont des termes, je trouve, assez inélégants. Mais donc voilà, encore un autre exemple pour montrer qu'effectivement, encore le monde de l'éducation, oui, effectivement, on n'est pas en plus instruction publique, d'instruction publique, nous sommes passés à l'éducation nationale. Donc voilà, encore un autre exemple pour montrer que la pensée managériale a décidément envahi toutes les strates de nos organisations. Donc du coup, une dernière question qui nous servira un petit peu d'ouverture, parce que effectivement le livre est très complet, donc je rappelle que il est très complet, il est doté d'un index des noms, pour vous référer un petit peu à toutes les sources que vous avez pu citer de tous les courants de pensée de l'Antiquité jusqu'à des penseurs contemporains, et également un index des thèmes, ce qui permettra d'aller puiser par thématique dans les différents chapitres de l'ouvrage. Donc, en guise de dernière question, conclusion, ouverture, projection, perspective future, etc., je voulais reprendre un petit peu un des titres de paragraphe sur votre théorie générale du gouvernement par l'exception, de l'exception permanente, qui est donc le gouverner par la crise. Et l'idée, c'était un petit peu que vous nous parliez de ce que vous développez, notamment dans ce qui va nous intéresser dans l'actualité très récente et qui nous touche tous, c'est ce qui a abouti, donc tous ces courants-là de pensée managériale, ce qui aboutit à penser donc que l'on pouvait gouverner par la crise. Bon, moi, je simplifierais en disant qu'on ne gouverne plus du tout. Bon, déjà parce que pour parler aussi du fait que ça passe souvent et par une perte de la souveraineté, enfin, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre. Donc, peut-être, voilà, faire un écho à l'actualité très récente sur la crise, les successions de crises, le gouvernement par la crise revient à quoi. Et il me semble que vous aussi, vous en parlez un petit peu dans le livre, parfois, en fait, de laisser la crise se résoudre par elle-même. On peut peut-être aussi revenir au subterfuge typique de la politique, d'allumer des feux, des contre-feux, des sur-contre-feux, pour faire oublier la bêtise faite la veille et contredire, faire l'exact opposé
de ce qui avait été dit le mois précédent. Hein. Toute ressemblance avec des choses vécues dans l'année qui vient de s'écouler serait purement fortuite. Donc voilà, peut-être en liste de conclusion là-dessus. Et pour revenir aussi donc autour de l'opportunité de crise, vous parliez en introduction de ce livre qui fait tant parler. Je pense que les ventes du livre sur le Grand Reset sont vraiment uniquement dues aux gens, parce qu'évidemment, je doute qu'il y ait des grands passionnés de ce genre de lecture. À mon avis, les gens qui l'ont acheté, les ventes sont simplement issues du fait des gens qui sont en général opposés à cette pensée-là et qui ont besoin de connaître ton ennemi, de bien la décortiquer pour mieux la comprendre et mieux la combattre. Voilà, donc désolé, j'ai un petit peu jeté quelques éléments à la volée, mais je pense que vous serez à même de pouvoir conclure autour de cet univers d'idées-là. Oui, tout d'abord, une petite remarque sur ce livre, hein, donc la grande réinitialisation. Schwab, ils sont co-auteurs, ou sa plume, je ne sais pas, dit à un moment qu'il s'agit d'en finir avec le néolibéralisme. Et je trouve ça très intéressant parce que il met le doigt sur une distinction que je m'efforce de faire depuis plus d'une décennie maintenant, qui est celle entre le projet industrialiste et managérial, qui me semble être la tendance de fond de nos sociétés, et le projet libéral, voire néolibéral, même il faut clairement distinguer entre les deux. Et précisément, je crois que la notion de crise nous permet de faire le départ entre ces deux aspects. Alors, gouvernement par la crise. Ma porte d'entrée, elle est, je le rappelle, ontologique, en ce sens où le statut de l'organisation chez les cybernéticiens, c'est le statut de l'exception, de ce qui résiste à un mouvement général qui est celui de l'entropie. Et que cette exception, pour se maintenir, doit en permanence absorber de l'information, la traiter pour pouvoir s'adapter et donc survivre. Hein. Donc là, c'est le fond Darwin. Et puisque tout est en train de devenir organisation par l'introduction du management, ce qui vaut au niveau de l'entreprise vaut au niveau des familles, des associations, des hôpitaux, des universités et des États. Mais c'est pas parce que je prononce le mot État qu'il faut voir derrière cela du politique. Justement, il y a une dépolitisation des États du fait de l'introduction du management dans leur structure, ministère, cabinet, etc. Et de ce point de vue-là, le management se substitue à la souveraineté comme mode de gouvernementalité de nos sociétés. Et donc, les États comme les entreprises, comme les autres organisations, mettent en place des techniques de gouvernement de l'exception permanente, parfois volontaires, parfois subies. Hein, je crois que vous avez donné des exemples d'information, contre-information, etc. Puis parfois, il y a des crises qui arrivent et que l'on subit. Mais le fait est que dans ce grand projet industrialiste, qui est la grande marche de l'humanité vers la coopération internationale et efficace, le tout sur fond de bienveillance, hein, comme je le rappelais initialement, toutes les aspérités empêchent la fluidification généralisée. Les identités individuelles, mais également collectives. Qu'est-ce qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale pour les cybernéticiens? C'est le droit des États souverains à déclarer la guerre. Donc pour atteindre cet objectif d'une planète pacifiée, enfin débarrassée de toutes les pulsions meurtrières, mais aussi de toutes les pulsions de pouvoir et du besoin d'ordre qui est fasciste, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il faut donc en finir avec cette notion de souveraineté qui est, disons, je dirais pour le dire un peu vite, la forme politique propre à la modernité, à l'ère moderne. Alors, comment cela peut-il arriver? Alors, je vais ici le dire du point de vue du management. Il y a évidemment des combats qui sont menés au point de vue juridique, au point de vue des institutions supranationales, etc. Je vais en rester du point de vue du management et vous expliquer comment on procède de façon classique à une conduite du changement.
puisque ce qu'il s'agit de faire ici, c'est bien de faire changer la communauté humaine pour qu'elles épousent ce projet de, disait Klaus Schwab, la gouvernance mondiale efficace. Alors, je me réfère ici à Kurt Lewin, qui est le père fondateur de la psychologie sociale, qui a fui l'Allemagne nazie pour se réfugier aux États-Unis, qui a participé aux conférences Macy, c'est-à-dire donc à la naissance de la cybernétique, même s'il est mort en 1947, c'est-à-dire à la deuxième année des conférences Macy. Et Kurt Lewin nous explique ceci. Les groupes, puisque lui c'était la conduite de changement pour les groupes, mais le raisonnement, vous allez voir, peut-être extrapolé. Les groupes ont ceci de paradoxal, qui sont à la fois comment dire, les instances les plus conservatrices, mais aussi les vecteurs les plus puissants de changement. Alors comment expliquer ceci? Eh bien, un groupe ne perdure que par l'identification de ses membres à la norme du groupe. Alors, quel que soit le type de norme, peut être un intérêt pour un sport, le partage d'une hobby, ça peut être aussi le partage d'une idée, pourquoi pas d'un destin commun. Et donc, quand le groupe s'est constitué, les relations en son sein sont figées, elles sont cristallisées, nous dit Kurt Lewin, frozen en anglais, si bien que le groupe est quelque chose d'extrêmement stable, qui se réfère toujours à son identité pour se perpétuer, et qui donc il n'y a rien de plus difficile que de faire changer un groupe. Mais à côté de cela, comme l'individu s'identifie à la norme du groupe, eh bien il n'y a rien de plus puissant que le levier du groupe pour faire changer les individus. Donc ce serait le niveau idéal pour agir. Mais comment faire, puisque c'est en même temps une instance ou une entité conservatrice? Là, il faut procéder en 3 temps. Ce sont les 3 grands temps de la conduite du changement pour Kurt Lewin. 1. Unfreeze, dégeler. Il faut introduire des marges de manœuvre dans le groupe, autrement dit, le déstabiliser. Alors, quand je suis en entreprise, eh bien, par exemple, je vais changer les règles dans une équipe, je vais introduire un nouveau membre, je fais appel à un consultant, je vais faire un séminaire de mise au vert pour changer les références spatiales et perturber le groupe pour pouvoir introduire du changement. Vous voyez évidemment tout de suite l'analogie, par exemple, avec les thèses de Naomi Klein sur le gouvernement, comment dire, par le chaos qui s'est produit en Amérique du Sud. Voilà. Alors, deuxième phase, l'introduction du changement. Mais si on l'introduit de façon autoritaire, eh bien, le groupe tout de suite va se refermer sur lui-même comme une huître. Donc, il faut le faire sur un mode participatif. Faire croire, alors je dis faire croire parce qu'évidemment, je n'y crois pas, justement, faire croire aux membres du groupe qu'ils sont les acteurs du changement. Et pour ça, il y a un tas de tactiques qui va aux travaux de groupe, aux présentations à la salle. Bon, le tout est de prendre soin de bien définir le cadre pour que le groupe ne sorte pas du cadre. Dernière étape, le regel, refreeze, qui passe par la phase de consentement. Et là, la psychologie sociale nous a appris à quel point le simple fait de prononcer le mot oui était une promesse d'engagement. Par exemple, si vous êtes à la plage, seul avec votre serviette, votre smartphone, vos clés, mais que vraiment il fait très chaud, vous avez envie d'aller vous baigner, eh bien, si vous demandez à votre voisin de serviette de surveiller vos affaires, il y a à peu près 60% de chances, statistiquement, plus de chances qu'on ne vole pas vos affaires. Donc ça, c'est le simple fait qu'il ait dit oui, j'accepte. Et donc, cette manufacture du consentement, pour reprendre l'expression de Lippmann qui a été reprise par Noam Chomsky, cette manufacture du consentement est la dernière étape en fait du changement, la phase de recristallisation. Ben, on peut, je crois, décliner ce raisonnement qui ici concerne mes groupes au niveau de pays entiers, notamment quand il s'agit de réforme des retraites, de réforme de la fonction publique, ou alors d'imposer des protocoles sanitaires, etc., etc. Toujours déstabiliser pour mieux faire passer le changement après, sous une forme évidemment
bienveillante et soi-disant participative. Voilà, en réponse à votre question, cher Florent. Merci. Ben, je crois qu'on a fait un bon tour de la question. Donc, j'encourage bien évidemment les lecteurs, les fidèles du cercle à se procurer ce livre. Donc, je rappelle qu'il s'agit du volume 2 de votre trilogie, dont le troisième volume sera apparaître dans les temps prochains. Et donc, ce volume 2 s'intitule De l'exception permanente, paru en 2018 aux éditions Ovadia, dans la collection Les Carrefours de lettres que j'ai oublié de mentionner en début d'entrevue, que vous dirigez. Merci beaucoup, Baptiste Rapin, pour ce beau tour d'horizon et pour comprendre à quel point la question managériale a envahi, d'une certaine manière totalitaire, c'est-à-dire qu'elle a envahi vraiment toutes les couches de réflexion, toutes les strates de notre vie, sociale, politique, économique. Et donc, j'espère vous revoir très bientôt. Et peut-être que cette actualité chaude et ces sollicitations vont vous redonner un regain d'énergie pour nous livrer votre troisième tome, dont bien évidemment, nous nous ferons un grand plaisir de vous recevoir pour le présenter aux fidèles du Cercle Aristote qui attendent avec grand enthousiasme ce troisième volume. Merci à vous. Ben, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.